Où sont mes 2000 $, salaud? Grogna l'inspecteur Morrison en plaquant Raphaël contre le mur de briques derrière le magasin Tony S. Corner. Ces deux agents de renfort éclatèrent de rire, bloquant toute issue. Tu paies ce soir, ou tu retournes en prison pour possession de drogue. Le coup monté avait duré des mois. Morrison avait soigneusement choisi sa cible après la sortie de Raphaël de la prison de Riverside. Un ex-tolard discret, sans soutien familial, sans relation, et personne ne regretterait sa disparition s'il revenait dans le système. La victime idéale pour un prédateur en uniforme. Raphaël Santos, 34 ans, avait été libéré il y a seulement 6 mois après avoir purgé 3 ans de prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Sa seule erreur? Se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, alors que Morrison avait besoin d'un bouc émissaire pour clôturer ses dossiers et impressionner ses supérieurs par des arrestations rapides. « Inspecteur, vous savez que je n'ai pas autant d'argent, » répondit Raphaël calmement, les mains détendues le long du corps. « Le travail de concierge ne paie pas si bien que ça. » Morrison éclata de rire, ajustant l'arme dans son étui avec une menace théâtrale. À 45 ans, il avait contrôlé le quartier de l'East Side pendant une décennie grâce à la corruption et à l'extorsion. Sa montre de luxe, ses lunettes de soleil de marque et ses mensualités de voitures de luxe étaient financées par l'argent des personnes vulnérables qu'il était censé protéger. Pour lui, les ex-détenus n'étaient que des vaches à lait, une source inépuisable d'argent facile, sans recours légal. Alors trouve-toi une solution, espèce d'ordure. Vends un rein, emprunte-le, fais tout ce qu'il faut. Morrison s'approcha, son haleine de whisky inondant le visage de Raphaël. Les yeux injectés de sang de l'inspecteur révélaient des années d'abus d'alcool et de déchéance morale. Tu as jusqu'à vendredi, ou je te mets un sachet de cocaïne dans ton appartement et je te renvoie à ta place. Derrière Morrison, les agents Bradley et Martinez échangèrent des regards gênés. Ils avaient vu ce numéro des dizaines de fois. Leur superviseur corrompu rackettait d'anciens détenus incapables de se défendre. Aucun des deux n'eut le courage de le signaler, sachant que Morrison contrôlait leur carrière et leur retraite. Raphaël hocha la tête en silence, baissant la tête en signe de soumission apparente. Mais quelque chose changea dans son regard. Une lueur froide que Morrison ne remarqua pas, trop ivre de son propre pouvoir pour reconnaître le danger. Ce n'était pas la première fois que Raphaël voyait des hommes en uniforme abuser de leur autorité. 5 années dans les forces spéciales de l'armée lui avaient appris à reconnaître les prédateurs, les manipulateurs et les lâches cachés derrière des insignes. L'ironie tragique était que Raphaël avait autrefois respecté les forces de l'ordre. Avant sa condamnation injustifiée, il avait même envisagé de rejoindre la police après son service militaire. Il croyait en la justice, à la protection des innocents, à l'usage de la force pour défendre les faibles. La corruption de Morrison avait complètement empoisonné cet idéalisme. Vendredi, répéta Raphaël doucement, sa voix portant des nuances que Morrison était trop arrogant pour déceler. Compris. Les 3 officiers s'éloignèrent en riant, Morrison se vantant bruyamment que le paiement de son bateau était couvert par des dons de la communauté. Ils ignoraient qu'il venait de menacer un homme ayant survécu à des embuscades des talibans, à des fusillades entre cartels et à 3 ans de violence en prison grâce à de simples renseignements tactiques. Alors que leur voiture de patrouille disparaissait au coin de la rue, Raphaël resta immobile dans la ruelle pendant plusieurs minutes. Son esprit traitait déjà les informations qu'il collectait discrètement depuis des mois. Les emplois du temps de Morrison, ses itinéraires, ses vices, ses dettes de jeu, sa liaison avec la femme d'un conseiller municipal, ses comptes bancaires offshore. Chaque faiblesse cataloguée et documentée. Ce que l'inspecteur corrompu ignorait, c'est que Raphaël avait été sergent en mission secrète en Afghanistan, spécialisé dans le combat urbain, la guerre psychologique et les tactiques de survie. Sa condamnation injustifiée avait été orchestrée par Morrison lui-même 3 ans plus tôt, lorsque Raphaël l'avait vu dérober une mallette remplie d'argent liquide à des trafiquants de drogue connus derrière un entrepôt. Raphaël avait tenté de signaler l'incident par les voies légales, mais le réseau de corruption de Morrison s'était infiltré profondément dans le système. Quelques heures après avoir déposé son rapport, Raphaël se retrouva arrêté pour trafic de drogue, sur la base de fausses accusations, de preuves fabriquées et de faux témoignages de la part des informateurs de Morrison. En rentrant chez lui sous la faible lumière des lampadaires, Raphaël s'autorisa un sourire glacial pour la première fois depuis des mois. Ces hommes pensaient avoir affaire à un ex-détenu brisé et désespéré tentant de survivre dans la rue. Ils étaient loin de se douter que chaque menace, chaque humiliation, chaque démonstration de pouvoir corrompu ne faisait qu'alimenter une force endormie depuis 3 longues années. Morrison avait commis l'erreur fatale de mettre au pied du mur un tueur expérimenté. Et lorsque cette force se réveillerait enfin, le détective découvrirait que certains lions préfèrent se déguiser en moutons, jusqu'à ce qu'il s'approche suffisamment pour frapper avec une précision qui ferait la fierté de ses instructeurs militaires. Si vous appréciez cette histoire de justice et de vengeance,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires d'outsiders qui refusent de se laisser faire. Le harcèlement a commencé dès le lendemain matin, la voiture de patrouille de Morrison étant garée devant l'immeuble de Raphaël alors qu'il partait travailler à 5 heures du matin. Le message était clair comme de l'eau de roche. Vous êtes surveillé, traqué, et vous n'avez nulle part où vous cacher. À l'arrêt de bus, Morrison a baissé sa vitre et a esquissé un sourire malicieux, savourant la torture psychologique. Tic-tac, poubelle. Plus que 3 jours, a-t-il crié, suffisamment fort pour que les autres passagers en attente l'entendent et le regardent. J'espère que vous ne pensez pas à vous enfuir. Nous savons où vous habitez, où vous travaillez, à qui vous parlez, à quelle heure vous vous brossez les dents. Les autres usagers ont rapidement pris leur distance avec Raphaël, la peur se propageant comme une contagion. Personne ne voulait être associé à quelqu'un que la police ciblait. La réputation de Morrison, qui détruisait quiconque le contrariait, était légendaire dans le quartier. Le travail de Raphaël au Metropolitan Office Complex avait été sa bouée de sauvetage depuis sa sortie de prison. 8 mois arrivé tôt, à travailler tard, sans jamais se plaindre, sans jamais demander de traitement de faveur. Sa superviseure, Madame Henderson, une gentille quinquagénaire mère de 3 enfants, avait appris à lui confier les codes de sécurité de l'immeuble, les accès en dehors des heures de bureau et même ses clés de bureau. C'est ce travail honnête qui lui permettait de garder les pieds sur terre et de donner un sens à sa vie. Cet après-midi-là, Morrison apparut sur le lieu de travail de Raphaël tel un nuage noir, son badge étincelant sous les néons, son uniforme impeccablement repassé pour dégager une autorité maximale. Il trouva Madame Henderson dans son bureau exigu et s'assit sans y être invité, écartant les jambes et s'adossant à sa chaise comme s'il était le maître des lieux. « Madame, je dois vous informer au sujet de votre employé, Raphaël Santos. Il a été vu en train de fréquenter des trafiquants de drogue connus dans son quartier et de rencontrer des membres de gang à des heures suspectes. » La voix de Morrison exprimait l'autorité éprouvée de quelqu'un habitué à être cru sans discussion, ses mensonges coulant avec fluidité après des années de perfectionnement. « Nous le surveillons. Je pensais juste que vous deviez le savoir, pour des raisons de sécurité et pour la sécurité de vos autres employés. » Le visage de Madame Henderson pâlit, tandis que sa confiance en Raphaël s'évanouissait instantanément. L'homme qu'elle avait appris à respecter pour son honnêteté et son travail acharné se transforma soudain en une menace potentielle. « Je n'en avais aucune idée. Merci de m'avoir informé, inspecteur. Que dois-je faire ?» Morrison se pencha en avant, feignant l'inquiétude. « Eh bien, je ne peux pas vous dire comment gérer votre entreprise, mais si c'était mon immeuble, je ferais très attention à qui accède aux zones sensibles en dehors des heures de bureau. Vous avez ici du matériel coûteux, des dossiers confidentiels, des informations personnelles sur les employés. » Lorsque Raphaël arriva pour son service du soir, l'atmosphère avait complètement changé. Madame Henderson évita le contact visuel, ses salutations amicales remplacées par des hochements de tête nerveux. Ses codes d'accès avaient été révoqués sans explication. Son casier était fouillé par la sécurité de l'immeuble sous son regard impuissant. D'autres employés chuchotaient dans son dos et le fixaient comme un animal dangereux en cage. Le message était dévastateur et limpide. Même ici, au seul endroit où il avait trouvé respect et stabilité, l'influence de Morrison pouvait détruire tout ce qu'il avait péniblement reconstruit à partir de rien. Mais Raphaël avait survécu à bien pire que des policiers corrompus et leur guerre psychologique. Lors de son 3e déploiement dans la province de Kandahar, il avait vu toute son équipe de 8 hommes se faire anéantir par une embuscade sophistiquée à l'engin explosif improvisé, alors qu'il assurait la surveillance depuis un toit à 200 mètres de là. Pendant 3 jours et 3 nuits, il avait échappé aux équipes de recherche des talibans, survivant grâce à l'eau de pluie et à son entraînement militaire avancé, avant d'atteindre le point d'extraction d'où les hélicoptères pouvaient l'évacuer. La psychologue militaire qu'il avait interrogée a écrit plus tard dans son rapport confidentiel que Raphaël possédait une résilience psychologique exceptionnelle sous une contrainte extrême et une réflexion tactique exceptionnelle sous une pression vitale. Ce n'était pas de simples mots dans un dossier. C'étaient des compétences de survie que 3 ans de prison n'avaient fait qu'aiguiser. Ce soir-là, Raphaël était assis dans son modeste 2 pièces, contemplant une photo encadrée qu'il gardait cachée dans son tiroir à chaussettes. Sa fille Sophia, aujourd'hui âgée de 8 ans, qu'il n'avait ni vu ni parlé depuis le début de son incarcération injustifiée. Morrison ne lui avait pas seulement volé 3 ans de vie. Il lui avait volé la chance de voir grandir sa fille, de l'aider à faire ses devoirs, de la border le soir, d'être le père qu'elle méritait. Son ex-femme Maria s'était remariée avec un comptable prospère et avait déménagé à l'autre bout du pays pour prendre un nouveau départ, loin de la honte et du scandale d'être associé à un trafiquant de drogue condamné. Les dizaines de lettres que Raphaël avait écrites depuis la prison avaient toutes été retournées sans avoir été ouvertes, avec la mention « Retour à l'expéditeur, destinataire inconnu ». Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu lui parvint,
Paie demain ou ton patron apprendra pour la drogue trouvée dans ton casier lors de la perquisition de ce soir. À toi de choisir, détenu. M. Raphaël fixa le message menaçant un long moment, la mâchoire crispée par une fureur contenue. Puis il le supprima et se dirigea vers son placard, cherchant derrière ses manteaux d'hiver quelque chose qu'il espérait ne plus jamais toucher. Ses doigts trouvèrent le petit sac marin contenant des objets de sa vie passée de soldat. À l'intérieur, des manuels tactiques classifiés datant de l'époque où il était dans l'armée, des plans détaillés du commissariat téléchargés depuis les archives publiques, des photos de surveillance qu'il prenait secrètement du quotidien de Morrison depuis des semaines, et un petit enregistreur numérique qui enregistrait chaque interaction avec l'inspecteur corrompu. Ce que Morrison voyait comme un ex-détenu brisé luttant pour survivre était en réalité un agent de renseignement entraîné menant une opération de surveillance méthodique. Le prédateur ignorait totalement qu'il traquait un chasseur qui le surveillait de près, documentant chaque crime, chaque abus de pouvoir, chaque violation constitutionnelle. L'ironie du sort était que, tandis que Morrison pensait démolir Raphaël jour après jour, il fournissait en réalité les preuves qui finiraient par anéantir toute son entreprise criminelle. Et le lendemain, lorsque Morrison viendrait récupérer son prix du sang, il découvrirait que certaines proies refusent de fuir lorsqu'elles sont acculées. Elles se retournent et montrent les dents, avec la précision calculée de quelqu'un formé pour éliminer les menaces à la sécurité nationale. Vendredi matin arriva, la voiture de patrouille de Morrison klaxonnant agressivement devant l'immeuble de Raphaël à l'aube. L'inspecteur en sortit, ajustant sa ceinture avec une autorité théâtrale, sachant que les voisins l'observaient par leurs fenêtres. « C'est fini, condamné !» cria Morrison, sa voix résonnant dans la cour. « Où est mon argent ?» Raphaël sortit de l'immeuble les mains vides, les épaules affaissées, visiblement vaincu. « Je ne l'ai pas, inspecteur. J'ai perdu mon emploi hier à cause de ce que vous avez dit à mon patron. » Le sourire de Morrison s'élargit d'une satisfaction sadique. « Tiens, tiens. On dirait que vous allez retourner dans votre cage. Alors. » Il sortit ses menottes, faisant mine de l'arrestation. « Les gars, fouillez son appartement. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. » Mais alors que les agents de renfort de Morrison se dirigeaient vers l'immeuble, le téléphone de Raphaël vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit. Le premier sourire sincère que Morrison avait vu chez lui. « En fait, inspecteur, quelqu'un souhaite vous rencontrer. » Raphaël fit un signe de tête en direction d'une berline noire qui venait de s'arrêter. Une femme en tailleur élégant sortit, portant une mallette et un badge fédéral. « Inspecteur Morrison. » L'agent Sarah Chen, des affaires internes du FBI, s'approcha d'un pas décidé. « Je suis ici pour votre affaire d'extorsion. » Le visage de Morrison se vida de ses couleurs. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » L'agent Chen ouvrit sa mallette, révélant un ordinateur portable et du matériel d'enregistrement. C'est drôle avec la technologie moderne. Les caméras cachées sont tellement petites de nos jours. Elle appuya sur la touche « Lecture » d'un fichier audio. La voix de Morrison résonna. « Où sont mes 2000 $, salaud? Paye ce soir, ou tu retournes en prison pour possession de drogue. » L'inspecteur corrompu resta bouche bée. Ses agents de renfort s'écartèrent, soudain très intéressés par leurs chaussures. Le monde de Morrison s'écroulait en temps réel, et il ne comprenait pas comment. « Voyez-vous, » dit Raphaël calmement, retrouvant son attitude militaire, « alors que vous pensiez traquer un ex-tolard sans défense, vous étiez en réalité traqué par quelqu'un qui avait passé des années dans les services de renseignement de l'armée. Chaque conversation, chaque menace, chaque geste illégal que vous posiez, tout était enregistré. » L'agent Chen était le contact de Raphaël depuis sa libération. Elle avait cru à sa version des faits sur la corruption de Morrison dès le premier jour, mais avait besoin de preuves. Raphaël avait passé 6 mois à rassembler ces preuves, équipé d'appareils d'enregistrement dissimulés, documentant l'extorsion systématique de dizaines d'anciens détenus. Morrison se jeta sur Raphaël, pris de rage, mais se retrouva face à un homme dont les réflexes militaires ne s'étaient jamais émoussés. Raphaël esquiva sans effort, faisant trébucher Morrison et le faisant tomber sur le béton. « Ce qu'il y a de beau avec la patience, » dit Raphaël en regardant l'inspecteur qui avait détruit tant de vies, c'est qu'elle permet de regarder ses ennemis se détruire tout en croyant gagner. L'agent Chen, en menaçant Morrison, révéla l'étendue de l'enquête. « Nous suivons votre opération depuis des mois, inspecteur. 19 anciens détenus se sont manifestés. Vos 2 associés ont déjà pété les plombs et témoignent contre vous. » L'empire de corruption de Morrison s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Sa pension, sa réputation, sa liberté, tout avait disparu en l'espace de 5 minutes. Mais Raphaël n'en avait pas fini. La véritable surprise était encore à venir.
Et lorsque Morrison découvrirait l'ampleur du complot orchestré par Raphaël, il réaliserait que sous-estimer un vétéran des forces spéciales avait été la plus grosse erreur de sa carrière criminelle. Tandis que l'agent Chen conduisait Morrison menotté vers le véhicule fédéral, la rage du détective corrompu se transforma en panique désespérée. Tout cela est faux. C'est un criminel condamné. On ne peut pas se fier à ce qu'il dit. Mais Raphaël sortit une tablette et, d'un geste, révéla un dossier numérique complet. Agent Chen, montrez-lui le reste. L'écran affichait les relevés bancaires de Morrison, des comptes offshore contenant plus de 400 000 $ d'extorsion, des achats immobiliers sous de faux noms, des conversations par SMS avec des trafiquants de drogue, des photos de Morrison rencontrant des criminels notoires dans des ruelles. Il ne s'agissait pas seulement de 6 mois de preuves. Raphaël avait monté ce dossier pendant 3 ans, même depuis la prison. Vous voulez savoir ce que j'ai vraiment fait pendant ces longues nuits où vous pensiez que je pleurais jusqu'à m'endormir? La voix de Raphaël avait la précision glaciale d'un briefing militaire. Je vous ai étudié. Chaque affaire corrompue, chaque flic corrompu de votre réseau, chaque politicien que vous avez payé. J'ai mémorisé toute votre opération. Le visage de Morrison blêmit lorsque l'agent Chen révéla la portée de l'enquête fédérale. Inspecteur, 19 de vos victimes ont témoigné. Nous avons enregistré les aveux de vos 2 associés. Votre capitaine coopère avec nous depuis 8 mois. Votre commissariat tout entier est sous surveillance fédérale. La belle ironie n'échappa à personne. Morrison avait passé des années à détruire des vies innocentes, persuadé que son badge le rendait intouchable. Il était désormais accusé de racket, de complot, d'extorsion et de violation des droits civiques. Sa pension était gelée. Sa maison saisie. Sa femme avait demandé le divorce le matin même après que des agents du FBI lui eurent montré des preuves de ses crimes. Mais le chef-d'œuvre de Raphaël n'était pas terminé. Il se tourna vers la foule grandissante de voisins qui s'étaient rassemblés pour assister à l'arrestation de Morrison. Cet homme m'a envoyé en prison pour 3 ans pour un crime que je n'ai pas commis. Il m'a volé 3 ans de vie de ma fille. Il a détruit des dizaines de familles de cette communauté par l'extorsion et en falsifiant des preuves. Morrison se précipita désespérément, se libérant un instant de l'emprise de l'agent Chen. Tu as détruit ma vie, espèce de... Mais Raphaël ne bougea pas. Il ne broncha pas. Il resta planté là, avec la confiance sereine d'un homme qui avait déjà gagné. Morrison trébucha et tomba à nouveau, sa carrière, sa réputation et sa liberté n'étant plus que des souvenirs. Non, inspecteur, dit Raphaël doucement, aidant l'agent Chen à maîtriser Morrison. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse voir qui tu étais vraiment. Alors que le véhicule fédéral s'éloignait avec Morrison à bord, Raphaël sentit son téléphone vibrer. Un SMS de son ex-femme, Sophia a vu les infos. Elle veut parler à son père. Après 3 ans de silence, la voix de sa fille allait enfin lui parvenir. Le policier corrompu qui avait volé sa famille la lui avait rendue par inadvertance, suite à sa propre chute. Le quartier s'est esclaffé. 19 familles allaient enfin obtenir justice. Un système corrompu avait été démasqué et démantelé. Et Raphaël Santos, le concierge discret que tout le monde avait sous-estimé, avait prouvé que parfois, la vengeance la plus dévastatrice consiste simplement à laisser les méchants se détruire sous les yeux du monde entier. 6 mois plus tard, Raphaël se tenait dans le hall en marbre de Morrison Security Consulting, son propre cabinet d'enquêteurs privés spécialisé dans les affaires de mauvaise conduite policière et de corruption institutionnelle. L'ironie n'échappa à personne. Le bureau était situé à 2 pâtés de maison du commissariat où Morrison terrorisait des innocents, dans un bâtiment qui avait autrefois abrité le lieu de rendez-vous favori du détective pour les affaires de corruption. La transformation était remarquable. Raphaël avait retrouvé toute son allure militaire, son assurance rayonnant à travers les costumes coûteux qui remplaçaient les humbles uniformes de concierge. Sa réceptionniste, Maria Gonzalez, ancienne victime du système d'extorsion de Morrison, gagnait désormais plus en un mois qu'en 6 mois de paiements induits par la peur. Son téléphone sonnait sans cesse, inondé d'appels d'avocats renommés, de journalistes d'investigation et de familles désespérées réclamant justice contre des agents corrompus dans 3 États. L'affaire Morrison avait fait de Raphaël une figure emblématique des milieux de la responsabilisation des forces de l'ordre, figurait dans les journaux télévisés nationaux et lors de témoignages au Congrès sur la réforme de la police. Sa formation unique en matière de renseignement militaire et son expérience des condamnations injustifiées le rendaient particulièrement qualifié pour comprendre les 2 facettes des défaillances du système. Madame Henderson, de son ancien poste, avait personnellement appelé Raphaël pour lui proposer de reprendre son poste avec une promotion au poste de responsable de la sécurité et un salaire 3 fois supérieur à celui qu'elle lui avait initialement versé. Elle avait également présenté des excuses publiques lors d'une réunion publique,
avouant sa honte d'avoir cru si vite au mensonge de Morrison. Raphaël avait poliment décliné son offre, mais avait engagé son neveu comme informaticien de son entreprise, témoignant ainsi de la tolérance qui le caractérisait. Sa fille Sophia, aujourd'hui âgée de 9 ans, lui rendait visite tous les week-ends dans sa nouvelle maison de 3 chambres en banlieue. La première fois qu'elle s'était jetée dans ses bras après 3 ans de séparation, père et fille avaient pleuré pendant 20 minutes d'affilée. Son ex-femme, Maria, s'était excusée en larmes, admettant qu'elle aurait dû croire en son innocence et lutter davantage pour préserver les liens familiaux pendant son incarcération. Ils ne se remariaient pas, trop de dégâts avaient été causés, mais ils avaient trouvé un arrangement de coparentalité pacifique qui accordait la priorité au bien-être de Sophia. Le nouveau mari de Maria, étonnamment, était devenu un allié, facilitant le processus de guérison et allant même jusqu'à confier des dossiers juridiques au cabinet en pleine expansion de Raphaël. Le procès de Morrison avait fait sensation dans les médias, durait 4 mois et occupait chaque jour la une des journaux locaux. 23 chefs d'accusation fédéraux étaient retenus, dont extorsion, racket, violation des droits civiques, complot, blanchiment d'argent et obstruction à la justice. Le procureur fédéral l'a décrit comme l'un des schémas de corruption les plus systématiques et les plus éhontés de l'histoire moderne des forces de l'ordre. Morrison a été condamné à 18 ans de prison fédérale, soit plus que Raphaël pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais la peine a dépassé les murs de la prison. Sa pension a été entièrement saisie pour indemniser ses victimes. Sa maison, son bateau, ses voitures de luxe et ses comptes bancaires offshore ont tous été confisqués et vendus aux enchères. Sa femme avait demandé le divorce le jour de son arrestation, déménagé à l'autre bout du pays avec leurs enfants et changé légalement de nom de famille pour éviter la honte. D'anciens collègues, qui craignaient autrefois le pouvoir de Morrison, refusaient désormais de répondre à ses appels en PCV depuis la prison. Même les autres détenus l'évitaient. Les policiers corrompus qui s'en prennent à des innocents ne sont pas populaires dans les prisons fédérales, surtout lorsque leurs victimes incluent des vétérans de l'armée et des mères célibataires. L'enquête de Raphaël a eu des répercussions extraordinaires. L'enquête élargie du FBI a conduit à l'arrestation de 12 autres policiers, de 2 juges, d'un conseiller municipal, de 3 agents de cautionnement et du chef de la police lui-même. Des contrôleurs fédéraux ont été nommés pour superviser l'ensemble du département. De nouvelles procédures de surveillance civile ont été mises en place. Un fonds d'indemnisation des victimes a été créé. La communauté, autrefois terrorisée, retrouvait désormais espoir et justice. L'agent Chen passa au bureau de Raphaël cet après-midi-là, apportant des nouvelles qui rendirent son succès encore plus savoureux. Morrison a tenté de déposer son 3e appel, invoquant une faute professionnelle du procureur et l'inefficacité de son avocat, dit-elle avec satisfaction. Le juge fédéral a non seulement rejeté son appel, mais a ajouté 6 mois de prison pour requête frivole. Il purgera chaque jour de ses 18 ans, plus la peine supplémentaire. Elle apporta également des nouvelles de la vie carcérale de Morrison qui aurait fait sourire Raphaël s'il avait été vindicatif. L'ancien inspecteur avait été placé en détention préventive après de multiples menaces de détenus dont il avait détruit les familles. Il travaillait à la blanchisserie de la prison pour 23 cents de l'heure. Ses demandes de libération anticipée avaient été rejetées à plusieurs reprises. Ses propres enfants refusaient de lui rendre visite ou de recevoir ses lettres. Raphaël hocha calmement la tête, avec le même sang-froid qu'il avait conservé tout au long de cette épreuve. Il avait appris depuis longtemps que la vraie force ne consiste pas à vaincre ses ennemis par la violence, mais à les surpasser, à les déjouer et à laisser leur propre corruption les détruire pour construire quelque chose de significatif et de durable. Ce soir-là, alors que Raphaël bordait Sophia pendant sa visite du week-end, elle lui posa la question qui donnait toute sa valeur à tout. « Papa, pourquoi n'as-tu pas essayé de blesser le méchant policier quand il te faisait du mal ?»« Ma chérie, » répondit-il en l'embrassant sur le front et en prenant sa peluche préférée sous son bras, « la vengeance, c'est quand on essaie de blesser quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. Mais la justice, c'est quand on s'assure qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Papa a choisi la justice parce qu'elle protège d'autres familles comme la nôtre. » Elle y réfléchit un instant, son jeune esprit assimilant des concepts complexes. « Alors tu es comme un super-héros, mais au lieu de te battre avec tes poings, tu te bats avec ton cerveau. » Raphaël rit, le premier rire pleinement joyeux qu'il avait émis depuis des années. « Quelque chose comme ça, princesse. Exactement comme ça. » Morrison avait tenté de détruire Raphaël, mais il avait fini par se détruire lui-même et tout son réseau criminel. Raphaël avait appris que la meilleure vengeance ne consiste pas à réparer les dommages subis, mais à construire une vie si réussie et pleine de sens que les tentatives de vos ennemis pour vous nuire deviennent totalement insignifiantes. La véritable justice ne nécessite pas de s'abaisser à leur niveau. Elle exige de s'élever tellement au-dessus d'eux qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, tout en utilisant votre succès pour protéger les autres de la même injustice. Le système qui avait laissé tomber Raphaël fonctionnait désormais parce qu'il avait forcé à fonctionner,
non par la violence ou la justice d'autodéfense, mais par la patience, l'intelligence et une intégrité morale inébranlable. Si cette histoire de persévérance et de justice intelligente vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que les personnes discrètes qui réfléchissent avant d'agir sont souvent les adversaires les plus dangereux que les tyrans et les autorités corrompues puissent affronter.